Bonjour chers apprenants, bienvenue à l'émission en classe de RTM pour le cours d'agriculture fruitière. À la suite des précédents cours, aujourd'hui nous allons faire la plantation de vergers. Le plan de cours sera le suivant: une définition des concepts généraux, une détermination des facteurs qui déterminent le choix d'une disposition, les types de dispositions de plantation, la protection des plants, la plantation proprement dite, l'entretien du verger, les soins culturaux qui englobent tout ceci, y compris la fumure, la taille des arbres, l'irrigation et enfin la lutte phytosanitaire. En fait, au cours de ce cours, pendant ce cours, nous allons essayer de déterminer les contours pour réellement la plantation. Si dans le précédent chapitre, nous avons parlé des dispositions générales à prendre, nous avons parlé des méthodes de multiplication des végétaux. Ici, c'est même le processus de production qui sera entamé. Alors, la disposition de plantation, c'est le schéma d'implantation des arbres fruitiers dans le verger. Cette disposition, elle donne le rapport entre la distance qui se trouve entre les lignes et la distance dans la ligne. C'est-à-dire combien de distance faudra-t-il respecter entre les lignes de plantation et combien de distance faudra-t-il respecter entre les trous de plantation. Donc c'est ce rapport-là qui va effectivement donner la disposition de plantation. C'est pour cette raison, quand on parle de disposition de plantation, très souvent, nous allons parler de longueur et de largeur. La longueur, c'est la distance entre les lignes de plantation et la largeur, ce serait la distance entre les trous de plantation. Alors, c'est ce qui va être, en fonction de ces dimensions, nous aurons différents types de dispositions de plantation qu'on verra plus loin. Quant à la densité de plantation, elle exprime la quantité d'arbres pour une unité de surface. Quand on parle de densité, c'est une quantité, un nombre sur une unité bien déterminée. Alors, la densité de plantation, c'est combien d'arbres faudra-t-il installer sur une surface bien déterminée. Ici, l'unité de mesure, ce serait l'hectare en arboriculture. Effectivement, la densité de plantation va dépendre du type de plantation qu'on a à faire. Ça va dépendre de l'espèce végétale, mais ici, bien sûr, on dit que c'est la quantité optimale de plants qu'on doit avoir sur une unité de surface, en respectant la surface nécessaire pour la nutrition de chaque arbre, en respectant la surface nécessaire pour le houppier, c'est-à-dire que l'ensemble des branches et des feuilles de l'arbre pour qu'il puisse bien se développer. C'est ça la densité de plantation. Donc une densité optimale va permettre d'avoir les meilleures récoltes possibles. Donc il ne sert à rien parfois d'avoir un très grand nombre de plants sur une même surface pendant que ces plants-là n'auront pas les meilleures conditions pour pouvoir se développer. Aussi, quand on dit que la disposition de plantation, c'est le rapport entre la longueur et la largeur, cette disposition de plantation, elle peut être vraiment multiforme. Et il y a trois groupes de facteurs qui déterminent le choix d'une disposition de plantation. Nous avons un premier groupe qui sont les facteurs techniques. Quand on parle de facteurs techniques, c'est l'ensemble des facteurs qui sont conditionnés par la technique culturelle exigée par l'arbre en question, par l'espèce végétale. La culture technique, ça veut dire qu'en fonction du système racinal de l'arbre, il faudra respecter une certaine distance. En fonction du houppier, c'est-à-dire du branchage de l'arbre, l'aspect général de l'arbre, il faudra respecter une certaine distance. Donc les facteurs techniques, aussi que les arbres n'ont pas les mêmes exigences par rapport aux conditions d'entretien. Donc les facteurs techniques vont tenir compte de tout ça. Quelle disposition de plantation faudra-t-il choisir pour que votre arbre puisse se trouver dans les meilleures conditions de suivi et d'accompagnement. Nous avons le deuxième groupe de facteurs qui sont les facteurs économiques. Les facteurs économiques, qui parlent d'économie, va parler des possibilités de rentabilité. Combien vous pouvez gagner lorsque vous installez votre arbre ou votre plantation d'arbres fruitiers. Alors les facteurs économiques, il s'agit d'utiliser rationnellement la superficie que vous avez à votre possession, de créer les conditions optimales pour les espèces végétales afin que vous puissiez avoir le meilleur rendement possible, afin que vous puissiez avoir une meilleure exploitation de l'espace que vous avez. Par exemple, une disposition de plantation
sera plus en compte de l'utilisation rationnelle économique de verger, va prendre en compte la possibilité de pouvoir installer des cultures intercalaires entre les lignes de plantation. Vous savez, quand l'arbre avant la production, jusqu'à 5 ans par exemple, n'a pas un feuillage assez touffu, le fait que son petit gabarit qui est là, les interlignes peuvent être exploitées pour la production d'espèces intercalaires, telles que certaines céréales, telles que certaines cultures légumineuses, afin de pouvoir rentabiliser. Sachant que l'arbre fruitier ne devient rentable qu'après 5 ans peut-être de vie. Alors, pendant toute cette période, pour que l'arboriculteur ne reste pas sans ressources, en ce moment, il peut utiliser l'espace entre les plants pour pouvoir produire autre chose. Donc, c'est ça les facteurs économiques lorsqu'on a. Aussi, parfois, on peut avoir dans notre ferme la possibilité de faire plusieurs types d'activités, on dit agro-sylvo-pastoral. Alors, lorsque vous avez un verger et que vous voulez faire, par exemple, de l'élevage, vous avez la possibilité de pouvoir installer entre les lignes d'arbres fruitiers des cultures céréalières ou encore des cultures légumineuses qui vont permettre de faire ce petit élevage. Nous avons enfin le troisième groupe qui est le facteur financier. Le facteur financier qui parle de finance, parle de possibilités d'investissement. Alors le facteur financier, c'est-à-dire que l'arboriculteur doit tenir compte de ses moyens disponibles pour pouvoir exploiter rationnellement sa surface. Vous pouvez peut-être que techniquement exiger une certaine dimension, mais si vous n'avez pas la possibilité d'occuper toute votre superficie financièrement, alors vous serez obligé de tenir compte de vos moyens financiers pour pouvoir faire la disposition adéquate. Donc, le facteur financier, ça dépend des moyens d'investissement dont l'arboriculteur a à sa disposition pour pouvoir aménager son verger. Donc, ce sont ces trois groupes de facteurs qui déterminent le choix d'une disposition de plantation. C'est maintenant à l'arboriculteur de savoir faire une combinaison efficace entre les facteurs techniques, les facteurs économiques et les facteurs financiers, afin qu'il puisse aboutir à son objectif, qui est la production d'arbres fruitiers en quantité, en qualité, comestible et commercialisable. Aussi, si nous avons déjà dit que la disposition de plantation et le rapport entre la distance sur la ligne et la distance entre les lignes, alors en fonction de la grandeur de la longueur et de la largeur, nous aurons 4 types de dispositions de plantation. La disposition en rectangle, la disposition en carré et la disposition en quinconce et la disposition en triangle. Chaque type de disposition va dépendre, des 3 facteurs dont nous avons cités, mais aussi de la particularité de l'espèce végétale qui est là en question. Aussi de la présence ou de la possibilité de pouvoir utiliser des engins motorisés aussi en fonction de la nature du terrain, selon que le terrain soit en pente ou que ce soit un relief accident ou un relief plat, on peut privilégier un type de disposition de plantation que nous allons voir tout de suite. Alors, dans la disposition en rectangle, on va voir l'illustration tout de suite. Dans la disposition en rectangle, vous voyez là le premier schéma, la disposition en rectangle, où la distance entre les lignes est plus grande que la distance entre les trous de plantation. Là, vous voyez, là, au niveau, voilà, de ce premier schéma, nous avons la distance entre les lignes est plus grande que la distance entre les trous de plantation, c'est ce qui va nous donner un type de disposition en rectangle. Alors, vous voyez qu'ici, nous avons suffisamment d'espace. Nous avons une équité entre les trous de plantation. Nous avons la possibilité de pouvoir faire circuler entre les lignes de plantation, de pouvoir faire circuler des engins motorisés. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir installer des cultures intercalaires entre les lignes, ce qui va nous permettre de donner une exploitation plus efficace, une exploitation plus économique de notre verger. C'est la disposition en rectangle. Et là aussi, il a l'avantage de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires, une bonne aération et aussi un développement harmonieux de tous les plans. Nous avons le deuxième type de disposition en bas, c'est la disposition carrée que vous voyez ici. La disposition carrée, là, la distance entre les lignes est égale à la distance entre les lignes. La distance sur la ligne est égale à la distance entre les lignes, de manière à donner un carré. La disposition en carré, elle est un peu analogue à la disposition en rectangle, sauf qu'il y a beaucoup plus d'équité par rapport
à l'espace vital des plants. Ici aussi, nous avons la possibilité de pouvoir installer des cultures intercalaires. Nous avons la possibilité de pouvoir utiliser des engins motorisés entre les lignes. Sauf que, mais ces deux types de dispositions, un carré et un rectangle, sont préconisés lorsque vous avez affaire à un terrain plat, un relief non accidenté, où le risque d'érosion éolienne et hydrique sont presque absents. En ce moment, on peut disposer vraiment, on peut prendre la disposition en carré ou en rectangle, qui sont des dispositions très confortables et plus faciles à maîtriser. Nous avons le troisième type de disposition qu'on appelle la disposition en rectangle. En bas, vous voyez le troisième schéma, c'est la disposition en rectangle. Ici, nous avons chaque arbre d'une ligne va faire avec l'arbre de la ligne suivante un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, vous voyez que l'arbre, cet arbre-là, il va faire avec cet arbre-là que je pointe, va faire avec les arbres de la ligne précédente un triangle équilatéral. Ça veut dire un triangle qui a les trois côtés égaux. La disposition, vous voyez là, nous avons un chevauchement entre les plans. Et ce chevauchement-là, c'est préconisé lorsque vous avez affaire à des terrains où le risque d'érosion est là. C'est-à-dire le risque d'érosion, c'est quoi? L'érosion, c'est lorsque la partie nutritive du sol est emportée soit par le vent, soit par l'eau. Donc quand c'est emporté par l'eau, on dit que c'est une érosion hydrique. Alors lorsque le terrain est en pente, afin d'éviter que l'érosion hydrique n'emporte la partie nutritive de votre sol, il est préconisé, il est recommandé de faire une disposition en rectangle. Et aussi, même lorsque vous êtes dans une zone où la vitesse des vents violents peut provoquer une érosion, en ce moment aussi, il faudra préconiser la disposition en rectangle. Donc la présence des arbres de façon décalée va ralentir l'effet d'érosion, que ce soit le vent ou que ce soit l'eau, ça va ralentir l'effet érosif de ces phénomènes. Donc la disposition en rectangle, en triangle est préconisée sur des terrains en pente, les flancs de collines, ainsi de suite. Nous avons aussi la disposition en quinconce. La disposition en quinconce, que vous voyez, il n'y a pas de schéma, mais le schéma est le même que la disposition en triangle. Sauf que ici, ce n'est pas un triangle équilatéral. Et puis, lorsqu'on parle de disposition en quinconce, la distance entre les lignes est beaucoup plus rapprochée. C'est comme si vous prenez juste une disposition carrée et qu'au milieu du carré, vous mettez une ligne supplémentaire. Donc, les plans sont plus rapprochés. La disposition en quinconce, il faut le dire, ne permet pas une utilisation des engins motorisés parce que les plans sont très rapprochés, mais il est préconisé sur là où nous avons les reliefs très très accidentés. Quand vous avez un terrain, un flanc de colline, vous avez un endroit très très accidenté, en ce moment vous pouvez prendre la disposition en quinconce afin que vous puissiez protéger votre terrain. Donc, nous avons ces 4 dispositions de plantation qui sont possibles en fonction, bien sûr, de l'espèce végétale, en fonction de la nature du terrain, en fonction de votre capacité financière et en fonction de votre objectif économique. Vous pouvez proposer, vous pouvez en tout cas préconiser ces différents types de dispositions de plantation. Alors, une fois que nous avons choisi, nous avons notre espèce végétale, nous avons choisi notre disposition, nous avons déterminé la distance entre les différents plans, nous avons déterminé le schéma de plantation, alors nous allons procéder à la plantation. Mais avant d'arriver à la plantation, nous avons un processus qui concerne l'apport des plants produits en pépinière au niveau du verger. Alors, ces plants ont la possibilité d'être produits de deux façons, soit en pleine terre, c'est-à-dire qu'il y a racines nues, ou encore en pot. Alors, en fonction du type de production que vous avez, nous avons différentes possibilités de protéger ces plants lorsque vous les prenez de la pépinière et vous les apportez au niveau du pépinière et vous les apportez au niveau du champ. Donc, vous avez la possibilité de faire plusieurs protection pour le plant. La première protection qu'on appelle l'habillage. Si traditionnellement, pour une personne, habiller veut dire porter des habits, lorsqu'il s'agit des plants, l'habillage consiste à diminuer plutôt la masse végétale. Donc,
L'habillage, c'est ce processus-là qui consiste à diminuer les feuilles, une partie des feuilles, une partie des racines du plant qui a été produit en pépinière pour la transplantation. On diminue une partie des feuilles, une partie des racines, afin que lorsque le plant sera transplanté dans le verger, il puisse avoir les conditions idéales pour pouvoir se développer. C'est ce qu'on appelle habillage. Diminuer une partie des feuilles et une partie du système racinaire afin que ce plant-là puisse avoir une reprise facile. C'est ce qu'on appelle habillage. Donc nous retenons que si pour une personne, habillage veut dire porter des habits, pour un plant, tout simplement, habillage veut dire d'enlever les habits. C'est-à-dire que diminuer une partie des feuilles et encore une partie des racines. Le second processus, la seconde technique de protection des plants arrachés de la pépinière pour la transplantation, c'est ce qu'on appelle encore le pralinage. Le pralinage, c'est lorsque vous arrachez le plant, quand vous produisez le plant en racine nue, arrivé à l'âge de transplantation, on arrache de la pépinière et on va le transplanter dans le verger. Alors ce processus-là, on a dénudé le système racinaire lorsque vous arrachez. Et quand on dénude un système racinaire, vous l'exposez à la chaleur, vous l'exposez au vent, et ce qui peut provoquer un dessèchement et une cassure de ce système racinaire. Alors pour éviter que ce système racinaire ne se dessèche, on procède au pralinage qui consiste à tremper le système racinaire des plants arrachés dans une solution de boue liquide. Une solution de boue liquide, ça veut dire que quand vous pétrissez de la terre jusqu'à ce qu'elle devienne très liquide, bon, j'ai l'habitude de prendre comme exemple le cas de nos mamans qui protègent un peu l'extérieur des marmites qu'on pose sur le feu afin que le feu ne noircisse pas les marmites. On enduit la marmite de boue. Donc c'est cette boue liquide-là, on trempe le système racinaire et cette boue liquide-là va se coller au système racinaire et protéger le système racinaire contre le dessèchement et le vent. Ainsi, même ce plant-là, vous pouvez le transporter sur de longues distances, le garder pendant toute une journée sans qu'il ne se dessèche parce que déjà il est recouvert de boue. C'est ce qu'on appelle le pralinage. Nous avons une opération aussi de protection qu'on appelle la mise en jauge. La mise en jauge, c'est une opération aussi de protection, de conservation des plants arrachés lorsque vous avez la plantation qui est différée ou qui se passe sur plusieurs jours. C'est-à-dire que vous avez arraché les plants de la pépinière, vous les avez mis dans le verger. La plantation ne se passe pas le même jour. Ça va prendre plusieurs temps. Alors pour protéger les plants, afin qu'ils ne se dessèchent pas pendant cette période, on peut alors faire la mise en jauge qui consiste à creuser une tranchée et dans cette tranchée, on superpose les plants arrachés de manière à ce que le système racinaire se trouve à l'intérieur de la tranchée et les feuillages se trouvent en bordure de la tranchée. Cette tranchée est ensuite recouverte de paillage, de terre et abondamment arrosée. Ainsi, au fur et à mesure que vous continuez votre plantation, vous prenez les plants petit à petit de cette tranchée et vous les plantez. Ainsi, cette mise en jauge permet de conserver les plants arrachés pendant près d'une semaine. Même si le processus de plantation peut durer une semaine, les plants arrachés pourront faire tout ce processus-là et pourront être en bon état. Nous avons la couverture qui est aussi une opération de protection qui consiste à couvrir les plants, lorsque vous les avez arrachés avant qu'ils ne soient plantés. Nous avons le processus d'arrosage. Quand qui parle de plantation, on va obligatoirement parler d'arrosage. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire que l'arrosage est une opération obligatoire après plantation, même lorsque vous plantez sous une pluie. Vous entendez bien? Même lorsque vous plantez sous une pluie, après plantation, il y a une irrigation abondante qu'il faut faire. Cela va permettre de solidariser le système racinaire avec la terre. Le premier arrosage est important, même lorsque vous plantez sous une pluie. L'arrosage est une opération obligatoire immédiatement après la plantation. Un autre système de protection des plants, c'est ce qu'on appelle la protection physique. La protection physique, c'est pour lorsque c'est des plants un peu fragiles parfois. Donc, il y a la possibilité, si le jardin n'est pas clôturé, il y a la possibilité de protéger les plants individuellement ou encore de faire une clôture globale. Aussi pour des plants fragiles, on peut prendre des étais, des supports qu'on plante à côté du plant et on les attache afin que les vents ne les bousculent pas après plantation. C'est ce qu'on appelle la protection des plants. Donc, ce sont quelques opérations auxquelles on doit procéder
avant, pendant et après le processus de plantation. Nous avons l'opération suivante qui est la plantation proprement dite. C'est-à-dire que nous avons préparé le terrain, nous avons protégé nos plants et nous voulons planter. Dans cette opération, nous avons une préparation du terrain, c'est-à-dire le terrain a été au préalable défriché, toutes les opérations techniques dont on a parlé en premier lieu ont été faites, mais on va faire un second nettoyage avant de procéder à la plantation proprement dite. Après ce nettoyage, nous allons faire le creusage du lieu de plantation. Le creusage du lieu de plantation, cette fois-ci, dans le premier cas, nous disons que nous avons fait une trouaison. La trouaison, c'est lorsqu'on fait un grand trou de plantation qui peut aller parfois de 50 cm à 60 cm de profondeur. Ça, c'est le trou de plantation. Mais le lit de plantation, c'est juste un trou d'environ 10 à 15 cm que nous allons faire dans le trou de plantation pour la réception du système racinaire. Donc, il y a une différence en fait entre le lit de plantation et le trou de plantation. Le trou de plantation, il a été creusé depuis l'établissement du verger, mais le lit de plantation, lui, il sera creusé juste au moment où nous procédons à notre plantation. Après avoir creusé le lit de plantation pour la réception du système racinaire, nous passons à la mise à terre du plant. Et pour cela, il y a une technique toute simple qu'il faudra faire. Le plant, pour sa mise à terre, si c'est un plant produit en pot, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, déjà, il y a la terre du pot. On fait le trou de plantation. Le trou doit avoir une profondeur égale au niveau de la terre du pot. Et on dépose la terre avec le pot au niveau. Le pot enseveli dans la terre, on le dépose dans le lit de plantation. De manière à ce que seulement que le collet, c'est-à-dire la zone de séparation entre la partie aérienne et la partie souterraine du plant soit un peu au-dessus du sol. Le collet sera situé un peu au-dessus du sol. Pourquoi? Parce que lorsque après avoir planté, en arrosant, le plant va s'affaisser, va s'enfoncer dans le sol. Alors si le collet, qui est une partie, la différence entre la partie aérienne et souterraine est au niveau exact depuis la plantation, en s'affaissant, ce niveau-là sera plus bas. Et quand ce niveau sera plus bas, nous aurons des possibilités que la partie supérieure, qui n'est pas habitée à un milieu anaérobe, puisse pourrir et provoquer la mort de votre plant. C'est pour cela que le collet doit être situé un peu au-dessus de notre. Ensuite, nous avons la confection de la cuvette. La confection de la cuvette, c'est quoi? La cuvette, c'est construire tout autour du plant une structure permettant la réception de l'eau d'irrigation. C'est ce qu'on appelle la cuvette. Alors, après avoir planté, on fait la cuvette et on procède à l'arrosage. Après cette opération, nous allons procéder à l'entretien de notre verger. Nous avons planté, nous avons confectionné la cuvette, nous avons fait une première irrigation. Maintenant, il y a l'entretien du verger. Dans l'entretien du verger, il y a deux groupes d'opérations. Nous avons les soins culturaux et nous avons encore l'apport de fumier d'entretien. Parmi les soins culturaux, nous avons l'entretien du réseau d'irrigation, le sarclobinage et le nettoyage. Effectivement, le réseau d'irrigation, il permet qu'il soit en cuvette, qu'il soit en rigole, ainsi de suite. Il doit tout être entretenu afin de permettre une meilleure irrigation du sol. Nous avons le sarclobinage. Le sarclobinage est une opération complexe. En fait, on parle de sarclage et de binage. Le sarclage, c'est enlever les mauvaises herbes et le binage, c'est renier la couche superficielle du sol. Maintenant, cette opération de sarclobinage, les deux opérations peuvent être combinées et en ce moment, on parle de sarclobinage. Si effectivement l'entretien du verger est régulier et que le verger n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes, on peut combiner les deux, c'est-à-dire que enlever les mauvaises herbes tout en remuant la couche superficielle. En ce moment, on parle de sarclobinage. Le nettoyage, il consiste à enlever effectivement les détritus qui ont été obtenus après les différentes opérations. On nettoie le jardin le verger régulièrement parce que ces détritus-là, même si dans certains cas, ils peuvent constituer de l'humus, mais dans d'autres cas, ils peuvent constituer un nid pour les rats, un nid pour les agents pathogènes. C'est pour cela qu'il faudra nettoyer. Nous avons ensuite, dans l'entretien du verger, nous avons la fumure d'entretien. Bien,
Précédemment, nous avons parlé de fumure de fond, c'est-à-dire lorsque nous apportons de l'engrais avant la plantation. La fumure d'entretien, c'est lorsque nous apportons de l'engrais après plantation. Alors, cette fumure d'entretien, elle peut être de deux formes. Elle peut être sous forme minérale, c'est-à-dire l'utilisation d'engrais minéraux. Elle peut être sous forme organique, l'utilisation de compost, de fumier, c'est-à-dire d'engrais organiques. Dans tous les cas, qu'elle soit de forme minérale ou qu'elle soit sous forme organique, elle est apportée par étapes et seulement après la plantation. Les doses et les périodes d'apport dépendent de l'espèce végétale. Toujours est-il que en général, on les apporte en 2 ou 3 phases. C'est-à-dire que immédiatement après la plantation, au moment d'un début de fructification et juste avant la récolte. Donc, ça peut être fait en 3 apports, comme en 2 apports, que cette fumure-là soit organique ou minérale. Une autre opération d'entretien du verger, c'est la taille des arbres. La taille des arbres. Tailler, c'est-à-dire que ça consiste à couper l'extrémité des rameaux verticaux, à supprimer les rameaux excédentaires. C'est-à-dire on diminue. Vous voyez que les espèces végétales, chaque fois on taille les arbres, on enlève un peu les branches excédentaires. Même ici en ville, même si ce n'est pas des arbres fruitiers, parfois on les taille pour que l'arbre puisse avoir encore un meilleur ombrage. Donc nous avons la taille qui consiste à couper l'extrémité des rameaux verticaux et à supprimer les rameaux excédentaires. Il existe 3 types de tailles. La taille de formation, la taille d'entretien et la taille de régénération. La taille de formation, c'est ce type de taille, comme son nom l'indique, de formation, qui permet de fabriquer, de concevoir la charpente même de l'arbre. C'est-à-dire que il est pratiqué les 3 premières années de plantation, la taille de formation. Quand l'arbre n'a pas encore commencé à produire, on a planté. L'arbre, on sait qu'en général, l'arbre planté va commencer à produire 3 ou 5 ans après. Donc, ces 3 premières années, on va faire des tailles de manière à avoir une charpente, une ossature de l'arbre qui va porter les autres branches. C'est ce qu'on appelle la taille de formation. Nous avons la taille d'entretien. La taille d'entretien, lui, comme on dit, entretenir, elle est pratiquée lorsque l'arbre a commencé déjà à produire. On peut le faire chaque année après la récolte, ou encore on peut le faire tous les 2 ans après une récolte. Ça permet, parce que vous savez que quand une branche d'un arbre fruitier donne des fruits, cette branche-là se déchire, c'est une autre nouvelle branche qui va donner, cette fois-ci, un nouveau rameau qui va donner. Donc, en coupant le rameau, en taillant le rameau qui a déjà produit, on va accélérer ce processus de renouvellement du rameau fructifié. Donc, c'est ce qu'on appelle la taille d'entretien. Il est fait pendant toute la période de production. Ça peut être fait chaque année, ça peut être fait tous les 2 ans, tous les 3 ans, en fonction du climat, en fonction de l'espèce fruitière et en fonction aussi Donc, le 3e type de taille, c'est ce qu'on appelle la taille de régénération. La taille de régénération, elle est effectuée seulement lorsque l'arbre rentre dans une période de vieillesse. Si vous vous rappelez un peu, nous avons dit que l'arbre a 3 âges. L'arbre a 3 âges, la jeunesse, l'âge adulte et la sénescence, qui est l'âge de vieillesse. Alors, lorsque l'arbre arrive à l'âge de vieillesse, on peut faire une taille très sévère, qu'on appelle la taille de régénération, qui consiste à tailler toutes les branches, à l'exception d'une seule branche qu'on appelle la tire-sève, et qui va permettre à l'arbre de se régénérer. Ce type, après avoir taillé sévèrement cet arbre-là, il va peut-être ne pas produire pendant 2 ans, mais lorsqu'il va reprendre la production, il sera encore plus jeune. C'est pour cela qu'on parle de taille de régénération. D'autres lexiques vont même vous dire une taille de rajeunissement. Voilà. Donc, ça c'est par rapport à la taille des arbres, un système d'entretien. Toujours dans l'entretien, nous avons l'irrigation des arbres fruitiers. L'irrigation des arbres fruitiers, il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'irrigation des arbres fruitiers. Les besoins de l'arbre, les propriétés physiques du sol, le climat, la disponibilité de l'eau. Vous savez, chaque espèce végétale a ses exigences. Et nous avons aussi, ces exigences-là peuvent varier en fonction du climat. Plus on est en climat sec, mieux il faudra augmenter les doses et les fréquences d'irrigation. Donc vous voyez que c'est le climat, la nature du sol. Sur des sols trop sableux où l'infiltration est trop rapide, en ce moment aussi, il faudra augmenter les doses et les fréquences. Donc, vous voyez que les quantités, les facteurs qui déterminent l'irrigation, c'est le climat, c'est la nature du sol et c'est la disponibilité aussi de l'eau. Toujours est-il que nous avons des rythmes
qui seront observés en fonction de l'espèce végétale, en fonction du climat et en fonction du sol. Nous avons en arboriculture 4 systèmes d'irrigation qui sont préconisés en général. Même si au Mali, il y a une prédominance d'un système particulier qui est l'irrigation par cuvette, mais généralement en arboriculture, il y a la possibilité de faire 4 types d'irrigation. L'irrigation souterraine, l'irrigation par cuvette, l'irrigation par rigole et l'irrigation par aspersion. L'irrigation souterraine, c'est un type d'irrigation effectivement très coûteux, qui consiste à faire passer l'eau de façon invisible sous la terre par des tuyaux ou des tranchées. Ce système d'irrigation est préconisé effectivement dans des pays développés où le besoin est là pour l'arboriculture, mais les disponibilités en eau sont très faibles. Alors il faut tout faire. Ce système-là peut économiser jusqu'à 80% d'eau d'irrigation. Donc c'est un système très économique en termes d'eau d'irrigation, mais très coûteux en termes d'investissement. C'est des pays comme Israël, certains pays arabes, aux États-Unis parfois, en Espagne, qu'on utilise ce type de système où les gens ont un déficit en eau, mais ils ont besoin de faire l'agriculture, mais ça coûte très cher. Nous avons le système d'irrigation par cuvette qui consiste à construire un ado, c'est-à-dire à concevoir un brûlé de terre autour du plan pour recevoir l'eau d'irrigation. Ce système-là qui est vraiment développé en République du Mali, dans beaucoup de pays sahéliens. En Afrique subsaharienne, c'est ce système il est moins cher, même s'il n'est pas économe en eau, quand même il est moins cher à la conception. Et on peut le faire pendant la saison sèche et pendant l'hivernage, on peut le défaire très facilement. Donc c'est l'irrigation en cuvette qui est vraiment fabriquée. Donc, mais cette irrigation en cuvette là, peut avoir 3 types. La cuvette simple, la double cuvette et l'irrigation par calan. La cuvette simple, c'est lorsqu'on fait une seule cuvette autour du pied. Nous avons, c'est ce qui est vraiment fait pour la plupart des espèces fruitières ici au Mali. Nous avons la double cuvette, ça consiste à faire une petite cuvette à l'intérieur de la grande cuvette pour isoler le tronc de l'arbre du contact de l'eau. Parce qu'il y a certaines espèces fruitières, effectivement, qui ne supportent pas le contact direct avec l'eau d'irrigation. Notamment, c'est le cas des agrumes, les oranges, les citrons et autres, l'avocatier, où l'eau d'irrigation peut provoquer le développement de certaines maladies au niveau du plant. Donc, on fait une double cuvette afin d'isoler le tronc de l'arbre, afin qu'il ne puisse pas développer ces maladies. Nous avons l'irrigation aussi par calan. Les calans, c'est quoi? Les calans, c'est des cuvettes de forme rectangulaire qui regroupent plusieurs plants dans la même cuvette. C'est notamment lorsque nous avons le cas de l'irrigation des bananiers, où nous avons plusieurs pieds de bananiers dans une seule cuvette d'irrigation. Parfois le papaye aussi, nous avons plusieurs pieds de papaye qu'on peut installer et faire une seule cuvette d'irrigation de forme rectangulaire qui peut regrouper 6 à 8 plants pour une seule cuvette. Donc nous avons ces 3 types ces 3 possibilités par rapport à l'irrigation par cuvette. Nous avons aussi l'irrigation par rigole. La rigole, c'est lorsque nous faisons des sillons, par exemple en faisant des trous en longueur entre les lignes, des tranchées en longueur entre les lignes, et on fait circuler l'eau d'irrigation entre les tranchées. Ce type d'irrigation, effectivement, il est très dépensier en eau. Et ce type d'irrigation est surtout pratiqué lorsque nous avons la disponibilité, une grande disponibilité en eau, c'est notamment dans les systèmes de l'Office du Niger, par exemple les champs de canne à sucre, où nous avons la possibilité, une grande quantité d'eau, et on fait passer l'eau entre les lignes par rigole. Nous avons l'irrigation par aspersion. Aspersion, ça veut dire que nous avons donné une force à l'eau. L'eau est projetée. Donc, si vous donnez une force à l'eau pour projeter l'eau, en fonction de la force que vous allez utiliser pour la projection de cette eau, nous avons 3 possibilités d'irrigation par pression. La basse pression, la moyenne pression et la haute pression. La basse pression, c'est lorsque la force que vous exercez pour projeter l'eau est très faible. C'est notamment le cas de l'irrigation, le goutte à goutte, où nous n'avons pas une grande force qu'on introduit, mais l'eau est donnée goutte à goutte au niveau du pied. Ainsi, il faut juste par gravitation avoir la source d'eau un peu plus haut que le plan d'eau, et ensuite en ce moment l'irrigation pourra se faire à basse pression. Nous avons la moyenne pression où c'est des machines qu'on va utiliser dont la pression exercée varie entre 3 et 7 kg
par centimètre carré, alors qui va permettre de projeter l'eau jusqu'au niveau des feuillages. Donc ça, c'est la moindre pression. L'eau ne vient pas sous forme de pluie, mais l'eau quand même est projetée jusqu'au niveau des feuillages. Ça, c'est la moindre pression. Et enfin, la haute pression, c'est lorsque l'eau est donnée sous forme même de pluie artificielle. C'est-à-dire que la pression est très forte, au-delà de 14 kg par centimètre carré. La pression est très forte et ça permet de disperser l'eau sur les arbres à des très grandes distances, ce qui va donner l'impression que nous avons une pluie artificielle. C'est pour cela qu'on explique un peu que la haute pression, c'est comme une pluie artificielle. L'irrigation, la moyenne et la haute pression ont l'avantage de pouvoir créer les conditions de pluie artificielle, donc des conditions d'humidité et des conditions de nettoyage des feuillages permettant un bon déroulement du processus de photosynthèse. Donc voici ces 4 types d'irrigation qui sont préconisés lorsque effectivement nous passons à l'irrigation des arbres fruitiers. Et enfin, nous avons la protection phytosanitaire. La protection phytosanitaire, comme son nom l'indique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les plants ne puissent pas être attaqués par les ennemis, ne puissent pas être attaqués par les maladies, c'est-à-dire les agents pathogènes. Nous avons la première mesure, c'est la mesure de quarantaine. La mesure de quarantaine, c'est généralement ce qui est utilisé lorsque de nouveaux plants sont introduits dans le pays. Avant de les amener dans les champs, on les met en quarantaine, c'est-à-dire qu'on les isole et on observe si le nouveau plant ou dans la nouvelle sémence n'a pas d'autres ennemis, n'a pas de maladie qui viendra nous envahir. Voilà, c'est ça la mesure de quarantaine. Isoler avant la vulgarisation. Nous avons la possibilité aussi de faire la sélection et la lutte génétique. Ça, c'est une mesure de protection qui consiste à faire la sélection, c'est-à-dire à créer des variétés qui sont résistantes aux maladies et aux ennemis. Ça, c'est la sélection et la lutte génétique. C'est un processus qui se fait au niveau des stations de recherche. On fait la sélection, on fait des croisements, de semences, des croisements d'espèces, afin d'avoir des variétés qui sont plus adaptées, qui sont plus résistantes aux conditions. Nous avons la méthode agrotechnique. La méthode agrotechnique, c'est-à-dire utiliser la technique culturelle pour pouvoir lutter contre la prolifération des insectes, contre la prolifération des maladies. Là, par exemple, l'assolement, la rotation des cultures, est une des techniques agrotechniques qui permet de diminuer considérablement la présence des agents pathogènes et des ennemis au niveau d'un sol. Nous avons la méthode de lutte physique qui demande beaucoup plus de force, mais qui est vraiment, sur le plan environnemental, vraiment, il est idéal parce qu'on n'utilise pas de produits. Physiquement, on élimine tous les mauvaises herbes, tous les plants malades, on les élimine et on les amène loin de notre verger. Nous avons la méthode de lutte chimique, effectivement, qui malheureusement, même si sur le plan environnemental, cette méthode-là n'est pas très, très satisfaisante, mais elle est beaucoup plus efficace, mais est encore moins coûteuse que les autres méthodes. C'est-à-dire que soit traiter les semences avant de plantation ou encore la désinfection du sol à travers l'utilisation de produits chimiques, la pulvérisation, la fumigation, l'utilisation de nématicides, l'utilisation de fongicides, l'utilisation de beaucoup d'autres de produits chimiques afin de pouvoir protéger nos plants. Nous avons aussi la méthode biologique. La méthode biologique, que parle de biologique, parle de vie. Ici, nous avons la possibilité d'utiliser des insectes qui ont la capacité de détruire d'autres insectes. Donc, l'utilisation d'une vie contre une autre vie. Ça, c'est la recherche qui le fait. C'est ça l'utilisation des insectes. Par exemple, il y a certains types d'insectes qu'on stérilise, qui ne peuvent pas donc se multiplier, mais qu'on lâche dans la nature afin qu'ils puissent s'accoupler avec d'autres insectes. Ainsi, ces insectes-là même quand ils vont s'accoupler avec ces insectes, ils ne pourront pas se multiplier, donc ça va anéantir petit à petit cette espèce-là. Donc c'est l'utilisation d'insectes contre d'autres insectes. Nous avons la possibilité aussi d'utiliser des extraits aqueux de plantes. Les extraits aqueux de plantes, ça veut dire que nous avons des plantes comme le Nîmes, Malirénie, que vous connaissez bien. Nous avons des plantes comme le pourguer qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que nous avons des plantes comme le piment même qu'on peut utiliser, le tabac qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on va extraire une solution de tabac et qui vont permettre de lutter contre, après pulvérisation, ils vont permettre de lutter contre les insectes
qui peuvent nous nuire. Et enfin, nous avons la méthode de lutte intégrée qui va regrouper toutes ces mesures. C'est-à-dire que la méthode de lutte intégrée, on va, et la lutte chimique, et la lutte physique, et la lutte biologique, on va utiliser, quand on se donne la possibilité d'intégrer toutes ces méthodes de lutte, en ce moment, on peut dire que nous avons fait une méthode de lutte intégrée. Elle est l'idéal, mais elle s'avère encore beaucoup plus fastidieuse, elle est plus dépensière. C'est pour cela, vraiment, elle n'est pas très utilisée. Donc, grosso modo, voici ce que l'arboriculteur peut mettre en œuvre pour pouvoir protéger enfin ses plants. Donc, chers amis, chers étudiants, nous avons essayé de survoler un peu c'est que les techniques qui permettent de pouvoir bien planter, d'entretenir les différentes opérations pour l'entretien et la conduite de notre plantation forestière, de plantation arboricole. Ceci, enfin, nous disons que pratiquement nous avons un peu épuisé la généralité. Alors, à la prochaine, nous allons essayer de parler spécifiquement du cas des espèces fruitières les plus répandues ici au Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère que vous pouvez tirer le meilleur de ce cours. Merci, à bientôt.